suis un des fondateurs d'une société qui s'appelle The Other Store, que j'ai créée il y a bientôt une quinzaine d'années, avec deux associés, Candice Delorme et David Sobel. Et on a collaboré avec à peu près une centaine de marques dans le secteur de la mode ou autres. Et pour elles, on a tout mis en place, c'est-à-dire on a mis en place le site, la logistique, le service client ou encore toute la partie acquisition. Donc, pour revenir sur ces sujets et pour justement rentrer en fait dans tous ces points, l'histoire du web, c'est trois grandes phases. La première phase, c'est le lancement en 1994 d'Amazon. Pour faire très simple, dans la date symbolique, c'est-à-dire des sites qui ressemblent à pas grand-chose à part de l'hypertexte, mais qui font qu'il y a le Web 1 qui s'est créé. Et ceci a duré près de 10 ans, puisque dans ces quelques années, il y a eu un nouveau web qui s'est mis en place à partir de 2004, grosso modo, évidemment avec Facebook, mais pas qu'avec Facebook, aussi depuis Facebook, avec Uber, TikTok, etc. Donc, tout ce Web 2 de C2C, de co-création qui s'est mis en place. Et puis là, maintenant, on est dans le Web 3. Le Web 3 qui s'est déjà lancé et qui est en train de fonctionner, et qui est celui-là, qui est celui de la blockchain, qui est celui de cette réalité augmentée qu'on peut mettre en place, et qui est encore un autre web qu'on arrive à concevoir, en fait, à percevoir justement à travers déjà tous ces points qu'on peut entendre à travers le metaverse, d'un côté les NFT. Mais je vais rentrer beaucoup plus en précision justement dans tous ces sujets pour vous donner la pédagogie et l'histoire de cette création, de façon à non seulement comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, mais surtout comment les choses vont évoluer dans les prochains temps et comment nous, les marques, on doit s'y adapter pour pouvoir s'y lancer. Alors, dans ce nouvel avenir qu'on va avoir pour les marques, il y a un premier point à comprendre. Le premier, c'est que tant qu'on est dans sa boutique, on a un côté très physique. Et comme un jeu, par exemple, on joue au baby-foot. On est dans sa boutique, on reçoit des clients et puis physiquement, on vend des fringues, on les sent. On sent la sueur quand on a joué au baby-foot, on touche la fringue aussi quand on la teste. Donc là, il y a quelque chose de physique qui est clair. Quand on a lancé les premiers sites, comme j'ai pu le faire avec The Other Store, par exemple, il y a 15 ans maintenant, quand on a lancé NafNaf et après des petits hauts, Darrell, etc., c'est le parti un peu jeu vidéo. C'est-à-dire on lançait des sites en 2D. Et ces sites en 2D, on avait justement cette appréhension et cette nouveauté. Et souvenez-vous, pour ceux qui ont découvert comme moi Pac-Man et tous ces jeux vidéo, c'était déjà extraordinaire de le vivre. Et bien maintenant, avec le Web 3, on est dans cette phase aussi qui a été déjà lancée il y a quelques années avec tous les jeux qu'on appelle en MOBA. Ces jeux où il peut y avoir des millions et des millions de joueurs, comme par exemple League of Legends, avec un des records qui a été 44 millions de joueurs en simultané. Et là, on est avec ce type de jeu dans le métaverse. Et c'est avec ce type de jeu dans le métaverse qu'on comprend que nous, en tant que commerçants, on va devoir passer non seulement avec notre boutique du baby-foot, à savoir gérer notre site Internet, et en plus devoir entrer aussi dans les prochaines années dans ce nouvel espace virtuel qui existait déjà dans le jeu, mais qui va se déployer sur plein d'autres plateformes. Donc, pour continuer cet élan d'histoire et pour comprendre ce qu'est le métavers, je suppose à travers tout ce que vous avez pu voir déjà, vous avez vu en fait que le métavers a été sauté la première fois en fait dans le samouraï virtuel, ou encore qu'on a pu aussi évoluer à travers Second Life en 2003. Et tous ceux qui ont pu voir évidemment Ready Player One ont vu ce que pouvait être dans une œuvre de science-fiction un futur métavers dans un monde clairement en une vision en fait très négative des choses, mais qui peut être aussi une forme de réalité future. Vous avez peut-être déjà en fait suivi des personnes comme Neil Michaela qui ont déjà plus de 3 millions d'abonnés, et donc pouvoir tomber amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, comme on peut l'avoir dans le film R. Peut-être que si vous jouez à Fortnite, vous avez pu voir le concert d'Ariana Grande, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui est réel, qui joue dans un monde virtuel, mais sur lequel on va pouvoir acheter des fringues à la fin. Donc, on a quelque chose qui fait que dans le métaverse, on a réussi à mélanger plusieurs réseaux, le réseau du jeu, le réseau de la musique type Spotify, et en même temps, le réseau du shopping qui existe. Et c'est là où on comprend que justement cet univers du jeu peut aller beaucoup plus loin et quels peuvent être les futurs métaverses et comment les marques aussi vont pouvoir y rentrer. Alors, cette donnée à travers les champs et les musiques aussi qu'on peut connaître, on peut la voir aussi dans les œuvres d'art, parce que vous êtes peut-être déjà allé dans la galerie Schwab, qui est à Paris, Requin-Campois, à côté de Pompidou. Et dans la galerie Schwab, on peut y accéder pour acheter des vraies œuvres physiques, et on peut acheter aussi des vraies œuvres réelles, et virtuelles, je veux dire, dans ce métaverse en fait, qu'ils ont pu construire et que vous voyez, sur lequel vous pouvez accéder librement. Et vous pouvez acheter le NFT d'un côté, vous pouvez acheter l'œuvre réelle de l'autre en fait, et acheter évidemment les deux ensemble.
Donc, on voit en fait comment tout ça se met petit à petit en place, comment tout ça petit à petit commence à coexister, mais il y a une montée en puissance très brutale qui existe en ce moment, et on le voit par exemple dans les recherches, puisque ces recherches se font de façon beaucoup plus importante, avec très peu de personnes qui tapaient digital fashion il y a encore 2 ans, et maintenant un volume de recherche qui est beaucoup plus important. Ça fait non seulement des recherches, mais ça fait en plus du chiffre d'affaires, puisque ce chiffre d'affaires, souvenez-vous, dans la mode, en fait, on fait à peu près 154 milliards de chiffre d'affaires en France à travers la mode, le luxe, et dans le virtuel, on va l'an prochain faire près de 20 milliards. Donc, on voit que c'est des proportions qui commencent à devenir très conséquentes, avec des utilisations aussi qui sont très intéressantes, comme celles que peuvent avoir, par exemple, Tommy Hilfiger, dans cette capacité à pouvoir créer des vêtements et à pouvoir se dire, les futures créations se feront en 3D et les co-créer avec les clients, voire aller plus loin comme P-Nation, qui permet aussi, sous forme de filtre, de pouvoir tester ces vêtements et de voir ce que ça va donner. Par exemple, au ski, je vais ouvrir la saison, par exemple, j'espère après-demain, et je rêverais de pouvoir en fait tester ma nouvelle tenue de ski, justement, en le faisant comme ça pour me dire comment est-ce que je pourrais être sur les pistes. Ça fait non seulement du test, ça fait de la créativité, ça fait aussi du chiffre. Et ce chiffre, on le voit de façon très claire, puisque, par exemple, ces paires de chaussures ont été vendues, comme vous le voyez, pour un total de près de 3 millions de dollars en à peine 7 minutes. Et c'est là où ça devient aussi très intéressant, c'est que dans la façon de le vendre, et je vais revenir un peu après, il y a une capacité de buzz, une capacité de travailler sur des communautés locales, et c'est tout ce travail petit à petit qui permet d'avoir quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus fort. Donc, c'est ce suivi en fait, qu'on doit avoir désormais quand on développe sa marque, de devoir se dire comment dans le monde réel, je peux faire quelque chose, comment dans le monde virtuel, je peux aussi développer des produits soit en prêt-à-porter en skin, soit en œuvre d'art, et comment la somme des deux peut me donner aussi des succès qui sont prodigieux. Un de ces succès, c'est évidemment la vente de cette œuvre d'art dont vous avez entendu parler, qui est montée jusqu'à 67 millions. Donc, revenons maintenant de façon très pragmatique à comment se lancer pour pouvoir fonctionner. Ce lancement et la compréhension de cette roadmap, c'est déjà de se dire quelle est la puissance de ce qu'on va développer. Puisque la puissance de ce lancement fait qu'on va aller beaucoup plus loin que dans le monde physique et que, comme le dirait Spider-Man, à tout pouvoir, en fait, tout pouvoir crée de la responsabilité. Et cette capacité omnipotente, omnisciente, fait que comme dans le domaine de l'espace, on va avoir cette capacité à pouvoir faire tout et n'importe quoi dans cet nouvel espace et, comme dans ce film, justement, pouvoir devenir Dieu dans cette capacité multiple. Donc, pour comprendre cela, je reviens sur la base, c'est on ne peut accéder jusqu'à cet idéal que quand on a une vision de l'histoire, et si on n'a pas une vision de l'histoire, on ne comprend pas bien la trajectoire. Donc, pour avoir cette vision de l'histoire, c'est de se dire, il y a eu un début du web avec Amazon, et donc une compréhension d'un client qui va être virtuel avec un produit aussi qui ne va pas être touchable. On peut donc tirer le tout et regarder ça a mis 6 ans pour arriver jusqu'à Net-à-Porter et cette capacité à imaginer qu'on pouvait vendre du luxe. On a mis 2 ans de plus pour comprendre qu'on pouvait partager non seulement des vêtements, mais surtout qu'on pouvait partager du savoir, du contenu, d'où l'apparition de Facebook et de l'explosion merveilleuse jusqu'à ces 3 milliards de personnes qui y vont tous les jours. Cette ubérisation qui est juste le prolongement de Facebook, mais aussi cette apparition de communautés locales de clients, communautés locales de chauffeurs, et comment ces communautés locales coexistent pour pouvoir s'alimenter. Et puis là, l'accélération brutale qui fait que ce qui aurait dû arriver avec les métavers sans doute d'ici 10 ou 15 ans va arriver d'ici 3, 4, 5 ans maximum. Alors pourquoi aussi vite? La première, c'est tout simplement parce qu'il y a une accélération brutale des chiffres d'affaires qui se font et donc des investissements. Et cette accélération du chiffre d'affaires, on la voit parce que si je reprends les chiffres de pénétration d'e-commerce aux États-Unis, on était à peine 7% en 2009 et puis on gagnait 1% tous les ans. Et donc, en 2009, on était à 7, en 2010, on était à 8 et ainsi de suite, jusqu'en 2019 à être naturellement à 17. Or, de 2019 à 2017, en l'espace de 8 semaines de confinement qu'on a tous malheureusement connu, eh bien, on a connu ce pic extraordinaire en fait pour tous les e-commerçants comme moi, où on est passé d'un seul coup de 17 à 25%. Donc, en 8 semaines, on a en fait eu la même progression que quasiment l'espace de 8 ans précédemment. C'est un accélération brutal, ça permet d'avoir tout, et donc d'accéder désormais au Web 3. Et c'est en comprenant toutes ces phases successives dont j'ai pu vous parler, d'Amazon, derrière, de Net-à-Porter, de Facebook, d'Uber, et cette accélération brutale qui fait qu'on doit maintenant aller beaucoup plus loin. Ça va, je crois que j'en ai un petit peu mon fils, tu fais beaucoup de bruit là-dedans.
Donc, pour continuer sur ce Web3. Alors, c'est quoi ce Web3 qui est en train de se développer et c'est quoi cet e-commerce qu'on doit maintenant mettre en place? Soyons très pragmatiques. Dans ce côté pragmatique, on a déjà beaucoup de choses qu'on fait peu ou pas pour l'instant. Dans ces choses qu'on ne fait pas encore, c'est cette capacité à mettre en place du divertissement. Et on peut le voir, par exemple, avec cette Instagrammeuse, Mimi Aykut, elle teste ce maillot de bain et quand on le voit, tellement de superwear à l'essayer, le montrer, etc., on a quelque chose de très sympathique, de très ouvert, de très agréable. Et donc, on suit ce live streaming avec la plus grande attention. On le suit d'autant plus que désormais, 92% des personnes ont plus confiance dans un influenceur que dans une marque. Donc, évidemment, quand on la suit, il y a cet effet de proximité d'un côté et cet effet inspirationnel et d'influence de l'autre. Donc, résultat, cette capacité de vente, elle est beaucoup plus importante. Elle est encore beaucoup moins aboutie en Europe que ce qu'on peut avoir en Chine, parce qu'en Chine, et on le voit par exemple à travers des sociétés comme iLink, que je vois en fait, qui permettent justement de beaucoup mieux en fait, comprendre ce marché chinois, on a à ce moment-là des live streaming qui permettent désormais en Chine de faire 15% des ventes totales de l'e-commerce, avec une croissance prodigieuse de l'ordre de 200%. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont des techniques pour le faire, ils comprennent ce système communautaire, ils ont évidemment trouvé ces outils, et c'est ces outils qu'on met en place petit à petit en France. Je voyais encore la transformation, par exemple, du Telegram aujourd'hui dans la capacité à pouvoir partager des contenus, à travailler des communautés, l'évolution aussi du WhatsApp de l'autre, l'évolution en fait du live shopping, je vois par exemple des applis comme Get the Trend, eh bien, tout ça fait qu'il y a clairement ce live streaming qui est en train de se mettre en place. Donc, pour pouvoir réussir dans le Web3, on doit comprendre ces divertissements, on doit comprendre ce social, on doit comprendre cette interactivité. Et cette interactivité se met en place en plus dans des communautés et dans des communautés locales qui vont être capables de prendre le produit aussi créé par les consommateurs. Je trouve un des meilleurs exemples, c'est par exemple cette utilisation en fait, de ces écouteurs qui est fait par Usain Bolt, qui fait que en montrant cette photo qui est partagée, les ventes ont bien sûr explosé dans les minutes qui ont suivi et ça a tellement bien marché avec quelque chose de tellement opérationnel qu'après, on a fait le contenu pour l'utilisateur. Et c'est là où on est entre l'UGC de l'autre, et qui devient de l'IGC et de la co-création. Voilà. Eh bien, cette co-création, c'est ce qu'on a en partie, évidemment, avec les NFT, qui sont achetés, en fait, qui sont partagés dans cette co-communication qui est effectuée sur chacun de ces outils. Et ça va arriver aussi dans le secteur de la mode, à travers tous ces outils aussi, justement, virtuels, qui sont plus faciles à faire. Ce qui fait que la binarité qu'on avait classiquement, pour l'instant, entre l'image et le produit, elle va clairement découvrir, en fait, une autre façon de se scinder, avec une nouvelle binarité, qui ne sera pas seulement image-produit, mais qui sera en fait d'un côté monde physique et monde virtuel. Et c'est dans cette nouvelle binarité qu'il va falloir évoluer et qu'il va falloir comprendre comment est-ce que d'un côté, on a toujours ce monde physique dans lequel on va continuer à vendre et à toujours aussi bien vendre, peut-être pas les mêmes produits, peut-être pas la même fréquence et pas justement avec la même préservation en fait, derrière de la planète, donc quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus agréable, et avec de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus interactif, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus virtuel. Et c'est ces deux-là qu'il va falloir mener petit à petit pour pouvoir, au fur et à mesure des années, avoir quelque chose qui va être différent. Et si je reprends à travers tous les conseils divers et variés que je peux vous donner, la bonne roadmap, elle est très simple. On a, pour l'instant, quelque chose qui était clair, qui est, on faisait des photos avec des mannequins et des packshots. Ceci étant fait, on a petit à petit évolué au cours de l'année pour la majorité des marques, aller vers plus de vidéos, vers plus de mannequins, vers plus de packshots en fait, qui permettent de montrer désormais les produits en 3D et qui permettent d'avoir quelque chose de plus fort, de plus accessible. Mais on doit aller plus loin et ça reprend tous les codes que j'ai pu vous citer précédemment. Le premier, c'est de se dire une marque doit créer et doit avoir des photos UGC. C'est compliqué et c'est complexe de demander à ses clients. C'est tout un travail de fond de comment est-ce que j'anime ma communauté locale, comment est-ce que j'arrive à créer quelque chose avec elle de façon à ce que chacun de mes clients ait envie de partager ce contenu. Et sans trahir de secret, j'étais hier soir à un dîner que j'ai organisé pour une marque de luxe. Et pour cette marque de luxe, on a organisé ce dîner avec un certain nombre de clients, avec un certain nombre de personnes qui ont une vraie influence sans être des créateurs de contenu, sans être des influenceurs, pour les inciter justement à pouvoir partager ce contenu, à nous donner des informations et à avoir envie, avec la créatrice, de partager justement cette volonté en fait de créer la marque. Ceci va aussi aller un peu plus loin avec la partie IGC,
Ou dans la partie IGC, avec les influenceurs, on doit trouver les influenceurs qui vous correspondent. C'est des choses qui sont déjà faites en ce moment, mais qui doivent aussi aller beaucoup plus loin parce que les influenceurs, pour l'instant, sont souvent utilisés comme des personnes en fait, qui vont porter simplement le produit. On peut aller aussi beaucoup plus loin en fait, dans la démarche. Et en même temps, vous créez ceci qui est toujours dans le monde physique. Vous devez commencer à mettre des premières pierres dans les NFT pour pouvoir faire un certain nombre de tests. Ceci étant fait, à la fin de cette année ou de l'année prochaine, vous allez en fait par la suite avoir toute la base pour pouvoir créer du live shopping, parce que dès que vous savez faire des UGC, des IGC, vous savez travailler les communautés locales, vous savez travailler les influenceurs, donc le live va devenir quelque chose de très naturel. Comme vous aurez fait des tests sur les NFT, vous aurez ce moment, en fait, cette capacité à pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'événement virtuel, aller beaucoup plus loin dans la réalité augmentée dans un second temps. Et c'est là où, mois par mois, saison par saison, année après année, vous allez pouvoir entrer de façon très naturelle dans ce métaverse et aller beaucoup plus loin dans les ventes aussi dans le monde réel. Par la suite, il va falloir saisir en fait, qu'il n'y a pas un métaverse en fait, dans lequel vous allez aller, mais plutôt 4 métaverses. Les 3 premiers, on les a déjà très bien présentés. C'est le jeu, et on le voit comment, par exemple, des marques comme Balenciaga ou d'autres se lancent déjà et prennent déjà des places fortes en fait, pour être connus de cette génération Z qui va plus passer de temps en fait, à jouer que quasiment à sortir, donc en fait, qui va avoir à l'esprit toutes les marques aussi qui existent. Cette partie sociale et la transformation de Facebook, du groupe Facebook en méta, montre cette volonté d'aller plus loin. Et c'est dans cette partie sociale qu'on aura évidemment ces échanges, mais qu'on aura aussi ces rencontres. Et on le voit déjà même avec ce monde live, il y avait déjà des rencontres en fait, de la drague virtuelle qui se faisait. Et on ira aussi plus loin en fin de compte, évidemment, dans ces rapports humains. Et dans la partie pro, on le voit aussi à travers Microsoft ce qui est lancé et cette capacité à pouvoir se dire je vais avoir quelque chose qui va être plus fort en fait, et qui permettra aussi à distance de se toucher, de se parler, comme dans une salle de réunion. On aura par la suite aussi toute cette partie shopping, où dans cette partie shopping, on pourra essayer, comme je l'ai fait par exemple avec DressX, ce type de masque. On pourra essayer avec Wanakik aussi ces chaussures et pouvoir voir en fait comment en fait, ces chaussures bougent et comment elles évoluent et comment est-ce qu'on a envie de les essayer soit dans le monde réel, soit dans le monde virtuel. Et puis aussi avec République, aussi avec toute cette merveilleuse créativité. N'oublions pas, en fait, on a une mode parfois qui rentre dans une forme de simplicité de style, etc., qui nous correspond parce qu'elle n'est pas dans les mêmes cycles qu'avant. Cette créativité, elle va pouvoir s'exprimer de façon encore plus forte, justement dans ce monde virtuel, parce qu'il n'y a plus de limite à ce moment-là. Et comme il n'y a plus de limite grâce à la virtualité, on va pouvoir exprimer une mode sans doute encore plus forte, encore plus magique que ce qu'on pouvait connaître pour l'instant. On a l'impression en fait, que tout cela, c'est du virtuel. Et pourtant, les outils existent. Je suppose en fait, qu'à travers tous les différents intervenants très pertinents en fait, qu'il y a pendant ces 2 jours, vous avez déjà vu quelque chose. Et bien là, en fait, je vous redonne quelques petits outils. Ce premier outil, c'est l'outil de format en fait, qui permet justement de voir en fait, comment les marques peuvent digitaliser une partie de leur collection et les vendre déjà à ce moment-là. Ou encore, en fait, si vous ne le faites pas vous-même, vos clients pourront le faire pour vous à travers des applications comme Wearing qui permet justement aussi pour chacun d'entre nous de virtualiser sa garde-robe. Donc, ces points, vous voyez, montrent que si le métaverse paraît en fait un mot assez magique, qu'on a vu en fait le discours derrière de Mark Zuckerberg, on s'est dit waouh, quand est-ce que ça va arriver? Waouh, il a investi 10 milliards, il a déjà investi 10 milliards. Il y a Epic qui a déjà investi 20 milliards, donc il y a quelque chose de très sérieux. Et donc, tout ceci va arriver. Pour tous ceux en fait, qui sont déjà scellés sur du Roblox, etc., on voit en fait que tout ça existe déjà. Bien, il faut considérer désormais que toutes les briques sont là. On a une roadmap qui est claire sur 2 ans pour pouvoir y rentrer. On a une capacité à pouvoir avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus important parce que ce chiffre d'affaires physique, il va pouvoir être peut-être doublé grâce à ce chiffre d'affaires virtuel. On n'atteindra pas nécessairement les mêmes clients et donc on pourra diversifier son offre. Et donc, avec cette vision du futur qui est complètement différente, j'espère en fait justement que les marques de la mode, qui en fait vivent quand même depuis quelques années en fait des périodes qui sont compliquées pour un certain nombre d'entre elles, vont quand même pouvoir avec quelque chose de à la fois plus écologique, et de plus créatif et de plus international, avec une scalabilité, comme on le dit dans le monde du web, beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup pour toute cette présentation. Je vois que nous avons eu une question juste avant la présentation de fin des exemples qui demande quid UGC/IGC. Alors, l'UGC, je vais arrêter le partage, s'il vous plaît, ça sera mieux. Voilà.
Alors, l'UGC, c'est donc l'User Generated Content. Donc, c'est du contenu qui est créé par le consommateur, par les usagers. Donc, ce contenu, c'est par exemple quand on va sur le site de med.com, quand on va sur une fiche produit de med.com, on voit les très belles photos, vidéos, etc. qui sont faites par ce site. Et puis un peu en dessous, on voit toutes les photos qui sont faites par n'importe quel particulier dans leur maison, qui montrent comment leur lampadaire a été mis en place, comment leur lumière a été installée, comment leur drap est sur le lit. Ça, c'est du contenu d'utilisateur. C'est tous les avis clients en fait, qu'on a parfois aussi derrière chez Amazon. Et tous ces avis clients sont en soi du contenu aussi qui a été généré par l'utilisateur parce qu'il a passé du temps à mettre une note, à mettre derrière une qualification de son achat. Et donc, c'est du contenu qui est créé. L'IGC, c'est du contenu aussi créé par quelqu'un d'externe à la société, à part que c'est le I comme influenceur. Donc, ça va être tous les Instagrammeurs, tous les TikTokers, tous les YouTubeurs ou autres qui vont de façon professionnelle, ça dépend en fait évidemment du niveau de chacun d'entre eux, créer derrière ce contenu. Et on voit en fait qu'il y a un mix entre les deux qui est en train de se créer, parce qu'avant, il y avait vraiment les influenceurs qui en faisaient leur métier, quelques particuliers qui produisaient des choses. Et bien, au fur et à mesure du développement du web, dans les communautés locales dont je parlais tout à l'heure, les deux se mélangent. Et on va considérer maintenant qu'il va y avoir des communautés locales où on va vendre à 10, 20, 30, 50 000 personnes dans un Telegram ou dans un WhatsApp, et que dedans, ça sera les gens qui seront entre eux et influenceurs et utilisateurs et acheteurs. Très bien. Je pense que ça répond à la question qui avait été posée. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'impression… Ah, peut-être. Alors, je regarde. Une deuxième question. Je vais la lire en même temps à voix haute. Vous dites que le métaverse est l'avenir pour la mode. Cependant, il me semble que pour le moment, seules les grandes industries de la mode peuvent y accéder. Quid des petites structures? Et en fait, ceux qui réussissent en ce moment, ce sont des petites structures. Alors, ces petites structures qui sont des artistes avant tout, parce qu'il y a des très grands artistes, alors je n'ai pas les noms en fait qui me viennent à l'esprit, mais il y a un professeur par exemple à l'Université de Lyon, qui est un professeur, qui, comme un professeur, crée des NFT, donc il crée des œuvres d'art, et ces NFT, il les vend. Quand il vend ces NFT sont des choses totalement virtuelles. C'est de la blockchain, donc en fait, on ne va pas le mettre dans son salon, on le mettra plus tard dans son salon virtuel. Eh bien, c'est quelqu'un seul avec des outils simples qui crée ces NFT. Donc, on peut évidemment, comme une grande marque comme Balenciaga, aller dans Fortnite. Et là, c'est parce qu'on est grand qu'on arrive à faire ces partenariats avec ces grosses plateformes. Mais on a un petit niveau, la capacité aussi de créer des NFT et de savoir faire le buzz sur les créations qu'on a pu mettre en place. Et l'entre-deux, c'est des nouvelles sociétés. Je pense à Dressix, par exemple, ou à République, qui sont des sociétés qui n'existaient pas il y a 3 ans et qui se sont lancées maintenant et qui ont des très fortes croissances. Mais à l'origine, c'était des boîtes qui n'existaient pas justement il y a 2-3 ans. Donc le marché, il est exactement le même qu'en 1994, il est exactement le même qu'en 2004, c'est-à-dire c'est un marché où il y a des gros qui, parce qu'ils ont de la puissance et qui sont bien accompagnés, peuvent se lancer très vite et très loin, mais c'est aussi un marché de cow-boys, de gens en fait qui testent des choses, qui font justement ce qu'on appelle des POC, des proof of concept, donc qui testent justement des choses. Et puis sur un malentendu, ça peut faire un buzz extraordinaire et ça peut permettre de faire une œuvre virtuelle qui est vendue pour près de 67 millions. Donc, c'est vraiment un marché accessible à tous, évidemment par les grands, mais aussi par des boîtes de moyenne taille qui vont apprendre à se diversifier et par des nouveaux entrants qui vont essayer des coups et qui vont essayer justement de quelque chose de vraiment nouveau parce qu'ils n'ont pas d'historique. Je pense que la personne aussi précise, qu'en est-il de la création de vêtements? C'est là où ça revient sur dans quel environnement vit-on. C'est-à-dire là, vous me voyez, mais je pourrais très bien derrière me mettre avec ma caméra Snapchat et me faire des oreilles de lapin. Je serai toujours Yann, mais je serai un Yann avec des oreilles de lapin. Est-ce que c'est des vraies oreilles de lapin? Est-ce que c'est des fausses oreilles de lapin? C'est un vêtement, en fait. En tout cas, c'est un déguisement que je mets sur moi. Donc, est-ce que c'est la création d'un vêtement? Oui, parce que dans un échange virtuel qu'on peut avoir à travers Zoom, on est quelque chose de réel, puisque c'est moi qui parle, mais de virtuel, parce que c'est des 0 et des 1 qui font qu'on se voit à travers nos écrans. Donc, il y aura toujours de la création vêtements parce qu'on ne sera jamais tout nu dans la rue. Donc, on aura toujours besoin de ce business, qui est donc un business merveilleux.
Parce que je veux dire, entre le business de la coiffure, on aura toujours besoin de se couper les cheveux, et le business du vêtement, on aura toujours besoin de s'habiller. Donc, c'est des business qui existeront toujours. Mais il y a des nouveaux business de création de nouveaux vêtements virtuels qu'il faut mettre en place. Et je pense que c'est parce qu'on a du goût et qu'on sait créer des vrais vêtements qu'on aura aussi du goût et qu'on saura créer des vêtements virtuels. Donc, la création de vêtements va continuer comme avant. Elle va se prolonger de façon, à mon avis, plus créative et plus forte grâce au virtuel. Et donc, pour conclure, la même personne demande si je comprends bien, on peut créer des vêtements et les revendre en NFT. Exactement. Enfin, on crée des vêtements pour le monde physique. On peut aussi les créer en NFT. Et ces NFT, on peut les vendre. La base d'un NFT, c'est que c'est un produit qui est unique et qui n'est pas coupable. On ne peut pas le couper en morceaux. Un Bitcoin, un Ethereum ou autre, c'est de la monnaie qu'on peut couper. Donc, elle est fongible, donc on peut la distribuer en tout petits morceaux. Un vêtement, quand on l'achète, c'est une pièce unique. Une œuvre d'art, quand on l'achète, c'est une pièce unique. On ne va pas acheter la moitié d'un vêtement. Et donc, c'est donc un vêtement entier qu'on achète. Et c'est un vêtement unique, de même que quand vous achetez dans une boutique un vêtement unique, il n'y a que vous qui avez cette pièce. Et après, pour la revendre, vous passez sur des Vinted, vestiaires collectifs ou autres. Eh bien, le NFT, c'est la même chose. Vous achetez un NFT qui peut être un vêtement virtuel, qui peut être un objet, qui peut être une photo unique, que après vous pourrez revendre à d'autres personnes. Très bien. Et je pense que vous avez répondu un petit peu plus tôt à la question, mais je la repose. Quelqu'un qui demande comment vont faire les jeunes créateurs pour faire partie de ce système. Ça revient dans cette polarité d'équipe qu'il faut toujours créer quand on se lance dans cette société. C'est-à-dire un jeune créateur qui n'est pas accompagné d'un financier, ça devient tout de suite très compliqué parce que la mode, la création, c'est aussi un business. Et donc, il faut savoir compter pour pouvoir comprendre comment on achète, comment on vend, etc. Désormais, le monde, il est physique, mais il est aussi virtuel. Et ce monde virtuel, c'est un monde derrière d'informaticiens. Et il faut comprendre donc comment un jeune créateur va se faire accompagner d'informaticiens qui vont être soit des logiciels faciles d'accès et le créateur va savoir apprendre à les utiliser, soit il prend des équipes ou il prend des associés qui savent aussi les utiliser. Et donc, les nouvelles paires maintenant qui vont se créer ne sont pas que des paires d'un créateur avec un financier, c'est aussi un créateur avec un informaticien ou un créateur avec quelqu'un qui sait en tout cas utiliser les produits digitaux. Ouais, c'est intéressant de voir ces nouvelles dynamiques qui vont se créer. Et ben, on arrive 16h59, pile poil le timing. Alors, peut-être toute dernière question. Auriez-vous des conseils sur des outils faciles pour les jeunes designers? Ce sera la dernière question. Alors, il y a beaucoup d'outils dans les NFT qui se développent. Et c'est pour ça que j'ai cité l'outil Forma, en fait, pour que vous alliez voir justement comment c'est. Mais à la limite, je vous retrouverai en fait plein d'exemples en fait, qui correspondent en fait, et qui vous permettront justement par la suite en fait, d'avoir des choses justement. Mais tout simplement dans Google, en fait, vous tapez création NFT et là, on verra en fait comment en fait, ça se fait. Et après, je vous prendrai des outils plus spécialisés justement dans le textile en fait, pour pouvoir marcher.